C'est étonnant, non? Nous sommes le tribunal dont on parle au journal, qui juge et qui condamne les messieurs comme les dames. Avec nous pas d'innocents, tout le monde est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous ne passiez à table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir. Y a vraiment rien de pire, les flagrants délits. L'audience est reprise. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui Michel Polac, qui est inculpé d'outrage aux mœurs, d'incitation à la violence, de publicité mensongère et de complicité d'euthanasie. Monsieur Polac, il est temps que justice soit rendue, et pour qu'il en soit ainsi, voici que se dresse devant vous maintenant le spectre de la société française, son fantôme, devrais-je dire, le procureur général de la République des Proches françaises. Ça va me rappeler. Merci Georges, c'est très beau. Française, Français, Belge, Belge, Polaquette, Polaquet, Dumayette, Dumayet, Mouloudjet, Mouloudji, mon président, mon chien, monsieur l'avocat, le plus bas d'Inter, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Serge, je t'aime. Salut ma hargne, bonjour ma colère et mon courroux, je sais quoi déjà? Coucou. Michel Polac, mesdames et messieurs les jurés, est un pionnier. Il est le premier et le seul producteur de la télévision à utiliser plus de 20% de son temps d'antenne à lire son courrier de la semaine passée. Ça fait que ça lui bouffe un quart d'heure au début, comme on lui en pique un à la fin. C'est pour ça qu'on a de là, c'est 8h30 maintenant. Désireux de faire encore mieux que Michel Polac, mesdames et messieurs les jurés, je vais à présent occuper 100% du temps qui m'est imparti. Socialiste, mais pas national, c'est toujours ça de prix. Je dis bien 100% de mon temps d'antenne à répondre à mon courrier. Le courrier des intelligents, en l'occurrence, par opposition au courrier des imbéciles du maître des ballets Morutier Lisbonnais, que vous voyez ici. Voici donc notre émission, droit de réponse à mon courrier. Je commencerai par une question de monsieur Jean Ederne Le Connard, de Genève, qui me demande si les Belges sont biodégradables. Alors, les histoires de Belges, c'est un petit peu lourd, mais il faut bien répondre au courrier. Alors d'abord, monsieur, il y a deux sortes de Belges, les Wallons, qui sont assez proches de l'homme, et les Flamands, qui sont assez proches de la Hollande. Les Wallons, comme les Flamands, sont d'une lourdeur inouïe. Ils sont tellement lourds et bornés que même les Lillois s'en aperçoivent. Comment reconnaître un Wallon d'un Flamand? Eh bien, c'est très simple. Portons un Belge à ébullition. Quand l'eau frémit, le Belge aussi. S'il se sauve, faites-le revenir avec un oignon. S'il en réfère à la ligne des droits de l'homme, c'est un Wallon. En revanche, s'il se laisse bouillir en disant « Ouille, ça brûle un bec », c'est un Flamand. Cette expérience simple et peu onéreuse nous montre que les Flamands ne parlent pas le français même quand l'eau cuit, c'est-à-dire à une température constante de 100 degrés centigrades au niveau de la mer du Nord pour dernier terrain vague. Les Belges sont très friands de papaye. La papaye ne pousse qu'en Afrique tropicale. C'est pourquoi les Belges, très friands de papaye, ne mangent que des frites. L'histoire de la Belgique, j'abrégerai. L'histoire de la Belgique est aussi insipide qu'une pensée de Bernard Hinault. En résumé, on peut dire qu'il ne faut pas se moquer de la lourdeur de nos amis belges. D'ailleurs, le belge est lourd, certes, mais il est franc, alors que quand le franc est lourd, c'est qu'il est suisse. Droit de réponse à mon courrier, suite. Une question de monsieur Gonzague Saint-Nectaire qui me demande... Les questions sont vraies, hein. Je change quelquefois les noms parce que c'est souvent illisible. Monsieur Gonzague Saint-Nectaire qui me demande pourquoi nous n'abordons jamais dans cette émission le problème de l'industrie agroalimentaire du Swaziland. Alors ça, monsieur le président, je me demande si c'est une autocensure de notre part ou de la vôtre. Mais non, c'est parce que j'avais prévu de faire une émission sur l'industrie agroalimentaire du Botswana. Ah bon, d'abord mais... le Botswana. Oui, et après, bon. Et puis nous avons le Zimbabwe à faire également. Ah oui, il ne faut pas manquer ça. Oui. Bon, enfin, en quelques mots quand même, on peut quand même parler du Swaziland ici. Je pense que ça intéressera tout le monde. Oui.
Monsieur Pollack, on n'est pas loin du sujet. Si, un peu quand même. Le Swaziland est un pays riche par son agriculture, record mondial d'excédent agricole par rapport au PNB. Ben quoi riche aussi par les réserves de son sous-sol, 20% du PNB, et le nombre de ses nègres, 100% du cheptel. La principale culture du pays est le maïs, dont les Swazilandais sont très friands, alors que les Esquimaux sont très friands de phoques. N'est-ce point là, d'ailleurs, Monsieur Pollack, la preuve tangible de l'infinie bonté de Dieu? Car enfin, Dieu me bascule, merci mon Dieu. Si Dieu était méchant, il aurait fait les Esquimaux friands de maïs et les Swazilandais friands de phoques, et la face du monde en eût été changée. Tandis que là, non, tout va bien dans le monde. Le Swaziland est gouverné par un roi très bon et très aimé de ses sujets, le roi Sobusa II, qui est plus con que Louis XIV, certes, mais moins beau que Bokassa Ier, dont les casseroles de cuivre jonchaient la poitrine avec panache au passage des majorettes. Vous pouvez m'appeler Sa Majesté, aime à dire très simplement Sobusa II. Vaut mieux entendre ça que d'être nègre, lui répondit un jour Ray Charles, qui chante moins bien que Fernand Sardou, certes, mais qui, sur le plan de l'humour noir, n'a rien à envier à Anne-Marie Carrière. Le Premier ministre swazilandais est le fameux colonel Mapevu Diamani, qui s'illustra à la bataille de Mbanane, où il bouta les Mbanculés hors du royaume. C'est vrai tout ça. La monnaie nationale du Swaziland est le Lili Gandhi, qui vaut environ 12 carambars. En résumé, on peut dire que le Swaziland est un pays heureux dont le revenu annuel moyen était évalué à 3 000 francs par habitant en 1981. C'est considérable par rapport au reste de l'Afrique et par rapport à ce qu'un nègre peut faire avec 3 000 francs en une année. Pour l'insolite, nous noterons que le Swaziland est le seul pays du monde dont la capitale, Mbanane, ne possède aucun monument aux soldats inconnus. Ça, c'est vrai, c'est la seule ville du monde. Le 11 novembre, c'est un spectacle atrocement pénible que ces pauvres militaires de carrière, obligés de saluer comme des cons, le torse bombé et la tête haute, face à que dalle, tandis que Chirac et Mitterrand déposent des gerbes par terre, n'importe où. C'est horrible. Enfin, monsieur Cyril Le Grubier, grutier à Latch, dans les Landes, me demande à quoi servent respectivement, la lettre est authentique, à quoi servent respectivement l'appendice et Georges Filiou. Eh bien, je vous répondrai, monsieur, que l'appendice ne sert pas à grand-chose. Quant à Georges Filiou, je ne l'ai rencontré qu'une seule fois et n'en conserve qu'un souvenir flou. Il faut dire qu'à l'époque, il n'existait déjà pas vraiment, avec toutefois moins d'ostentation qu'aujourd'hui. C'était au printemps 1974, après le rhume fatal qui refroidit Pompon. Déjà VGE perçait sous Giscard. Talonné par le doucereux ermite Château-Chinnonais, dont l'œil désemparé sous les cils trépidants trahissait son désarroi mortel à l'idée de faire seulement deuxième dans la course à l'Élysée. Le Parti socialiste abritait alors son agitation préélectorale sur tout un étage de la tour Maine-Montparnasse, où, fut-il chroniqueur dans un journal parisien, je fus parachuté un beau matin avec mission de racoler le ragot paramitterrandique. À 3 jours du premier tour, il régnait en ces lieux une inextinguible fébrilité, au milieu de laquelle, insolite comme une lueur d'humour dans le regard d'un jeune giscardien, François Mitterrand semblait marcher sur les eaux, pompeusement enrobé dans sa toge Old England, le front tendu vers les sommets de la gloire et le masque agité de tic par le manque de pouvoir. Collé derrière cette majesté, Georges Filiou, attaché de presse. Irréfutable comme l'éléphant d'Alexandre Vialat, il régentait à lui seul la promotion de la roseraie, car Jacques Séguéla, qui piaffait encore dans la lessive et pétait dans la rayonne, n'avait pas encore atteint son apogée dans le crétinisme cocardier publicitaire. Une question me brûlait les lèvres. Allais-je oser perturber la frénésie besogneuse du sémillant Georges Filiou, qui semblait écartelé à 4 épingles dans son 3 pièces, par tant de fureur bureaucratique ? Monsieur Filiou, risquai-je, j'aimerais savoir quelle serait la position d'un président socialiste face au problème de l'école libre et où sont les toilettes. Le bras tendu vers l'avenir et la deuxième porte à gauche, sans même lever le nez de sa paperasserie, Georges Filiou, de cette belle voix métallique qui aujourd'hui encore fait frémir les rosières cégétistes du Creusot, s'écria « C'est par là ». 8 ans plus tard, je persiste à espérer qu'il ne perçut que la première partie de ma question. Aujourd'hui, par la suite, je n'ai jamais eu la chance d'entendre Georges Filiou dire quoi que ce soit de plus constructif, de plus convaincant et de plus intelligent que ce « c'est par là », dans la mesure où, en effet, c'était par là. Donc, Michel Pollack est coupable, mais son avocat vous en convaincra mieux que moi. C'est étonnant, non ?